Avant de continuer à parler de produits scalaires, nous allons faire un petit détour par les distances et les normes, et nous verrons ensuite le lien qu'il y a entre ces notions et celles de produits scalaires. Commençons par la première définition, celle de distance. Nous nous plaçons sur E un ensemble quelconque qui n'est pas forcément un espace vectoriel, et nous allons donner cette définition. On appelle distance sur E toute application vérifiant les points suivants. Toute application D, petit d, qui va aller de E carré dans R, tel que, donc premier point, déjà, en fait, D doit être positive. Pour tout x et y dans E, D de xy, que nous lirons comme distance de x à y, est positive. Deuxième point, pour tout x et y dans E, la distance de x à y est nulle si et seulement si x est égal à y. Et dernier point, l'inégalité triangulaire. Si nous prenons 3 points x, y et z dans E, la distance de x à y doit être inférieure à la distance de x à z plus la distance de z à y, ce qui bien entendu représente réellement l'inégalité triangulaire telle que nous la connaissons géométriquement. Si nous prenons un triangle dont les trois sommets s'appellent x, y, z, alors la longueur de l'un des côtés des triangles est inférieure à la somme des côtés des longueurs des deux autres. Comme exemple de distance, nous pouvons bien sûr donner la distance usuelle du plan. Mais cette distance, comme nous le verrons, provient justement du produit scalaire du plan. Donc par exemple, la distance d'un point A, B à un point CD, pour la distance usuelle, c'est la racine de c-a au carré plus d-b au carré. Et nous verrons plus tard donc le lien avec la norme usuelle et le produit scalaire usuel du plan. Autre exemple, imaginons que nous ayons un graphe connexe, c'est-à-dire en fait un ensemble de points, reliés ou pas par des arêtes, mais comme ce graphe est connexe, nous considérons que tout point est au moins relié par une arête à un autre point. Et en fait à l'ensemble des points. Donc ici je peux prendre, il faut imaginer qu'ici nous avons des points. Nous pouvons définir la distance entre les différents points de ce graphe de la manière suivante. Lorsque nous prenons deux points du graphe, nous appelons distance entre ces deux points le nombre d'arêtes minimales qu'il faut pour aller d'un point à l'autre. Par exemple, pour aller de ce point-là à celui-là, par exemple, nous avons plusieurs chemins, nous pouvons y aller comme ceci et comme cela, nous pouvons aussi passer par là, mais nous remarquons que le nombre d'arêtes minimales qu'il faut emprunter pour aller de A à B est de 2. Si nous prenons ce point-ci et celui-là, nous voyons que la distance minimale est de 3 visiblement, pour aller de C à D. Je vous laisse vérifier que cette manière de procéder définit bien une distance. Le point délicat, c'est toujours le troisième. Démontrer l'inégalité triangulaire est toujours le point le plus difficile en général quand il faut montrer qu'une application est une distance. Les deux premiers points ne posent en général pas de problème. Nous aurons d'autres exemples de distance lorsque nous aurons vu la deuxième définition, qui est celle de norme. Donc pour pouvoir définir une norme, nous devons maintenant à nouveau nous placer sur un espace vectoriel réel, car nous allons avoir besoin de faire des additions entre des vecteurs et nous aurons également besoin d'un produit externe. Donc on appelle norme sur E toute application grand N de E dans R, tel que, premier point déjà, pour tout x dans E,
n de x est en fait positif. Donc n est une application de E dans R+. Deuxièmement, pour tout x dans E, la norme de x est nulle si et seulement si x est le vecteur nul. Troisièmement, nous devons également avoir l'inégalité triangulaire. À savoir que pour tout x, y dans E, la norme de x plus y est inférieure ou égale à la norme de x plus la norme de y. Et enfin, un dernier point que nous appelons l'homogénéité. Pour tout x dans E et pour tout lambda dans R, la norme de lambda fois le vecteur x doit être égale à valeur absolue de lambda fois la norme de x. Il ne faut pas oublier la valeur absolue de lambda, car si lambda est négatif, il ne faut pas que la norme de lambda x soit négative. Alors, prenons des exemples. Là encore, la norme usuelle sur R2 est un exemple de norme. Donc, si nous prenons la norme usuelle de R2, la norme d'un vecteur AB, qui est d'ailleurs plus communément notée comme une norme entre deux doubles barres, et la racine de a carré plus b carré. Là encore, nous verrons juste après quel est le lien entre cette norme-ci et la distance usuelle et le produit scalaire usuel de R2. Et puis nous avons toute une famille de normes, dont cette norme fait partie d'ailleurs, valable sur que l'on peut définir sur tous les R puissance n. Donc si E c'est R puissance n, bon avec donc n un entier non nul, nous pouvons définir pour tout entier P, à partir de 1, ce que l'on appelle la norme numéro P. Donc, si nous prenons un vecteur x1, xn de E, la norme numéro P de ce vecteur x1, xn est définie comme étant la racine Pm de la somme pour i allant de 1 à n des coordonnées en valeur absolue à la puissance P. Donc, nous allons juste voir que cela définit bien une norme pour deux cas particuliers, lorsque P vaut 1, et j'y reviendrai lorsque P tend vers plus l'infini. Ce que l'on peut remarquer, déjà, c'est que, ici, si P est égal à 2, cette norme, c'est la norme euclidienne usuelle. La norme numéro 2 du vecteur x1, xn, c'est la racine de la somme des carrés des coefficients. Ce qui, en tout cas, pour n égale 2 ou 3, est la norme usuelle que vous connaissez déjà sur R2 ou sur R3. Si P est strictement plus grand que 1, pour démontrer qu'il s'agit bien d'une norme, je ne vais pas le détailler ici, il faut utiliser des inégalités de convexité que vous verrez en SP, mais qui sont largement en dehors du programme de sup. Donc utiliser la concavité du logarithme, qui permet ensuite de démontrer l'inégalité de Hölder, qui permet elle-même de démontrer l'inégalité de Minkowski. Bon, ce sont des résultats que vous trouverez très facilement sur le web, et d'ailleurs il existe beaucoup de devoirs niveau sup qui permettent de démontrer ces inégalités, car il n'y a en fait qu'à manipuler la notion de concavité du log qui est un peu hors programme mais qui est rapide à déterminer, à définir, et ensuite ce ne sont que des manipulations de somme, comme nous les avons apprises au tout début du cours, du chapitre plutôt, au début de l'année, pardon, dans le chapitre 2. Maintenant, si P est égal à 1, la norme 1
d'un vecteur, c'est donc tout simplement la somme des valeurs absolues des coordonnées. Et là, nous pouvons montrer qu'il s'agit d'une somme. Le premier point est... Alors, d'une certaine manière, ils sont tous évidents. Le seul qui n'est pas évident, c'est l'inégalité triangulaire, mais nous la connaissons déjà pour des réels, donc cela va aller très vite. Le premier point, est-ce que cette norme est positive? Évidemment. Puisque nous ne faisons qu'additionner des valeurs absolues de réels. Si nous avons un vecteur... Alors déjà, il est toujours évident que le vecteur nul a une norme nulle, enfin en tout cas sur cet exemple. Le vecteur nul a une norme nulle. Imaginons que nous prenons un vecteur dont la norme est nulle. Alors la somme des valeurs absolues de ces coordonnées est nulle. Comme il s'agit d'une somme de termes positifs, et bien nécessairement pour tout i, les termes de cette somme sont nuls. Donc le vecteur est nul. Et comme je le disais, la réciproque est évidente. Donc nous avons bien montré le deuxième point. Le troisième point, qui est l'inégalité triangulaire, est en général le point le plus délicat à démontrer lorsque l'on veut montrer que l'on a affaire à une norme. Donc nous prenons deux vecteurs de coordonnées xi et de coordonnées yi, et nous cherchons donc à calculer la norme du vecteur x1 plus y1 jusqu'à xn plus yn. La norme 1 de cette somme des deux vecteurs, c'est donc la somme pour i allant de 1 à n, des valeurs absolues des xi plus yi. Mais grâce à l'inégalité triangulaire déjà connue pour des réels et même pour des complexes, ceci est inférieur à la somme pour i allant de 1 à n des valeurs absolues de xi, plus la somme pour i allant de 1 à n des valeurs absolues de yi, et nous avons bien l'inégalité triangulaire pour la norme que nous voulions. Il reste le dernier point, l'homogénéité. La norme du vecteur lambda x1 jusqu'à lambda xn, en norme 1, c'est donc la somme pour i allant de 1 à n des valeurs absolues de lambda xi, ce qui, de manière tout à fait directe, est égal à la somme des valeurs absolues de lambda fois valeur absolue de xi. En sortant lambda en facteur, nous avons bien valeur absolue de lambda fois la norme du vecteur x1, xn. Donc il s'agit bien d'une norme, et en me relisant d'ailleurs, j'ai pu probablement dire norme à l'oral, mais j'ai écrit une somme. Voilà pour le cas p est égal à 1. Après une remarque, il y a un exercice assez classique que l'on peut démontrer sans trop de difficulté. On remarque que si x1, xn sont des réels fixés, la somme pour i allant de 1 à n de la valeur absolue des xi puissance p dont nous prenons la racine pm, c'est-à-dire exactement la norme p du vecteur x1, xn, lorsque p tend vers plus l'infini, cette somme tend vers le maximum des valeurs absolues de xi, pour i allant de 1 à n. Ça tend vers la plus grande des coordonnées de x en valeur absolue. Ce qui nous incite à introduire la notation suivante. On appellera donc norme infinie la norme suivante. La norme infinie d'un vecteur x1, xn, c'est donc le max des valeurs absolues des xi pour tous les i de 1 à n. Alors là aussi, nous pouvons démontrer que c'est une norme. La positivité est évidente. Le fait que le seul vecteur de norme nulle est le vecteur nul est un point évident également. L'homogénéité ne pose aucun problème. Comme toujours, c'est l'inégalité triangulaire qui pose problème. Je vous laisse la démontrer en exercice, mais elle n'est pas non plus très compliquée ici.
Donnons maintenant une définition culturelle qui n'est pas au programme, mais qui va nous permettre de faire une représentation graphique amusante. Donc on appelle sphère unité, alors bien sûr, toujours, si n est une norme sur E, on appelle sphère unité l'ensemble de tous les points qui sont à distance 1 de l'origine, c'est-à-dire de 0. Donc c'est l'ensemble des x dans E, tel que la norme de x est égale à 1. Alors j'ai dit à une distance de 1, je vais préciser cela juste après, mais nous allons voir que la norme d'un vecteur correspond à une certaine distance. Alors, essayons de déterminer cette sphère unité pour 3 normes, en tout cas dans R2. Ici, prenons E égale R2. Nous allons considérer 3 normes, la norme 1, la norme 2 et la norme infinie. Et nous allons essayer de représenter ces 3 sphères unités pour ces 3 normes. Pour la norme 2, la norme euclidienne usuelle, nous savons très bien que l'ensemble des points qui sont à une distance 1 de l'origine, c'est le cercle de centre 0 et de rayon 1. Donc ceci, c'est la sphère unité pour la norme 2. Maintenant, pour la norme, par exemple, la norme infinie, je vous rappelle que la norme infinie d'un vecteur, c'est le maximum ici de ces deux coordonnées, puisque nous sommes dans R2. Donc l'ensemble des points qui sont à une distance 1 de l'origine, ce sont tous les points qui ont une coordonnée maximale égale à 1. Donc ce sont tous les points qui se trouvent sur cette droite, ou celle-ci. Donc en premier, ce sont tous les points de coordonnées qui ont une abscisse égale à -1 et une ordonnée comprise entre -1 et 1. Puis nous avons tous les points de coordonnées y égale à 1 ou -1 et une abscisse qui se trouve entre 1 et -1. Et pour finir, on va essayer de le faire un tout petit peu mieux, tous les points qui ont une abscisse égale à 1 et une ordonnée entre -1 et 1. Donc ceci, c'est la sphère unité qui est carrée, mais c'est la sphère unité pour la norme infinie. Donc la sphère unité est ronde pour la norme 2, elle est carrée pour la norme infinie. Il nous reste à voir pour la norme 1. La norme 1, ce sont tous les points de coordonnées x, y, tels que la valeur absolue de x plus la valeur absolue de y est égale à 1. Quand les deux coordonnées sont positives, nous savons que nous obtenons la courbe, par la droite plutôt, de l'équation x plus y égale 1. Si x et y sont tous les deux négatifs, nous allons avoir ce symétrique, cette droite symétrique. Maintenant, l'ensemble des points du plan avec x négatif et y négatif positif dont la somme des valeurs absolues vaut 1, c'est cette portion-là. Et nous avons ce segment-là pour les points dont l'abscisse est positive mais l'ordonnée négative est telle que la somme des valeurs absolues des deux est égale à 1. Donc cette sphère unité est également carrée, mais elle est renversée par rapport, donc ses côtés ne sont ni horizontaux ni verticaux. C'est la sphère unité pour la norme 1. D'accord ? Donc ce sont des exemples assez classiques. Nous voyons que nous avons donc plusieurs normes sur R2 qui ont des comportements différents. Alors nous allons faire un premier lien entre les distances et les normes, avant d'en faire un autre avec les produits scalaires. Proposition, soit toujours E un REV, et N une norme sur E. Donc, si nous définissons petit d l'application qui va de E carré dans R+, et qui a deux points, ou deux vecteurs x, y, associe la norme de la différence de ces deux vecteurs, alors d est une distance. Et l'on dit que c'est la distance associée à n. La démonstration ne pose vraiment pas de problème. Pourquoi est-ce que j'ai mis R2? Je ne sais pas. C'est R+. Il est clair que la distance de x à y étant une norme, elle est positive. Cette distance est nulle si et seulement si la norme de x moins y est nulle, donc si x moins y est nul,
et donc c'est équivalent à dire que x est égal à y, ce qui est bien l'un des points de la définition de la distance. Et le dernier point de la définition de distance, c'est que cette distance doit vérifier l'inégalité triangulaire, mais comme la norme n la vérifie, vous montrerez sans problème que la distance petit d définie comme cela vérifie aussi l'inégalité triangulaire. Il nous reste donc, pour finir cette vidéo, à voir le lien entre la notion de distance et de norme et la notion de produit scalaire. Donc, nous allons donner une définition qui, en fait, a besoin d'être démontrée, c'est une sorte de définition théorème, qui dit la chose suivante, soit à nouveau E un R espace vectoriel, muni d'un produit scalaire que nous allons noter comme ceci. Si nous prenons l'application grand N, qui va de E dans R+, et qui a un vecteur x associe x scalaire x, et nous prendrons la racine de ce produit scalaire, alors N est une norme, et elle aussi, elle est dite norme associée au produit scalaire. Donc évidemment, c'est une définition, mais il y a aussi un résultat à démontrer. Il faut vraiment démontrer que n est une norme. Le problème, c'est que, en l'état actuel, nous ne pourrons pas démontrer complètement que c'est une norme. Nous n'arriverons pas à démontrer l'inégalité triangulaire. Pour démontrer l'inégalité triangulaire, il va nous falloir démontrer d'abord ce que nous appelons l'inégalité de Cauchy-Schwarz, et qui sera l'objet de la vidéo suivante. Nous allons tout de même débuter cette démonstration. Nous allons sans problème montrer que n est positive. Pour tout x dans E, nous savons déjà que x scalaire x est positif, donc évidemment n de x est positive. C'est bien le premier point de la définition de norme. D'ailleurs, je vais ici numéroter ce point numéro 1. Le deuxième point de la définition que nous avons donnée, c'est que la norme de x est nulle si et seulement si x est nul. Là encore, si x est nul, nous savons déjà que x scalaire x est nul, ce qui implique évidemment que n de x est nul. Mais nous remarquons que par définition même de grand N, si n de x est nul, alors x scalaire x est nul, et par définition d'un produit scalaire, nous avons également l'implication réciproque. Donc le point 2 est simple à démontrer. Le point 3, l'inégalité triangulaire, comme je le disais, nous le démontrerons plus tard. Il nous reste le point 4, l'homogénéité, soit lambda dans R et x dans E. La norme de lambda x par définition est donc la racine de lambda x scalaire lambda x. Par bilinarité du produit scalaire, lambda x scalaire lambda x, c'est bien lambda carré fois x scalaire x. C'est donc la racine de lambda carré fois la racine de x scalaire x, ce qui est bien égal à la valeur absolue de lambda fois la norme de x. Il ne restera donc que le point 3 à démontrer, et nous le ferons avec l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Plus tard, avec l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Donc un dernier point. Si nous nous plaçons dans R2, nous prenons le produit scalaire usuel. AB scalaire CD est égal à AC plus BD. Si nous regardons la norme associée, alors la norme d'un vecteur de coordonnées AB, c'est la racine carrée du vecteur AB scalaire lui-même. C'est donc la racine de A carré plus B carré, et nous retombons sur la norme dite euclidienne. C'est la norme euclidienne usuelle. Et c'est aussi d'ailleurs la norme 2, que nous avons définie tout à l'heure. Et si maintenant nous regardons la distance associée à cette norme, elle-même associée au produit scalaire, nous voyons que la distance entre un point de coordonnées AB et un point de coordonnées CD
c'est la norme du vecteur AB moins le vecteur CD, et c'est donc la racine de A moins C au carré plus B moins D au carré, c'est là aussi la distance usuelle, que l'on appelle aussi distance euclidienne parfois. C'est la distance usuelle. J'avais dit que c'était la dernière remarque, en fait j'en rajoute une autre. Toutes les distances ne sont pas associées à une norme. Et de même, toutes les normes ne sont pas associées à des produits scalaires. Donc si nous avons un produit scalaire, nous avons une norme. Si nous avons une norme, nous avons une distance, mais ça ne marche pas dans l'autre sens. Et pour l'instant encore, nous n'avons pas vu tous les éléments qui nous permettraient de trouver des exemples facilement. Une fois que nous aurons vu l'identité de polarisation, qui va venir dans la vidéo suivante, il vous sera plus facile de trouver des distances qui ne sont pas reliées à une norme, et surtout il vous sera plus facile de trouver des normes qui ne sont pas associées à un produit scalaire.